Jean Guichard. Il y a des anecdotes absolument fantastiques sur le mandat, et puis sur la préhistoire, enfin, puis votre mère, qui avait un contact formidable même avec les enfants. Et je me souviens d'un dîner dans ma maison de Sarlat, où j'avais les aînés de mes petits-enfants, une petite fille qui devait avoir 10 ans, il va pas une dizaine d'années, et qui était assez difficile, d'un contact difficile avec mes amis, parce qu'elle les acceptait pas tous. Et quand elle savait qu'il y avait un dîner avec des amis, suivant lesquels, eh ben, elle disait, bon, ben, moi je fais le premier étage, je fais un sandwich et vous ne me voyez pas. Et avec Jean-François, ils allaient regarder la télévision dans ma chambre. Et puis, quand vos parents sont arrivés, elle a sauté au cou de votre mère. Elle avait, je ne sais pas, quelque chose qui faisait que les enfants s'approchaient d'elle et elle avait un très très bon contact. Et puis il y a eu une célèbre... Pivot faisait, comment s'appelait cette émission? Bernard Pivot. Apostrophe. Apostrophe. Et votre mère a été à Apostrophe parce qu'elle avait repris un ouvrage d'un très ancien, vous voulez savoir, c'est bien sûr. C'était d'Edmond Haraucourt. Oui. Oui. Et elle avait repris ça et Pivot l'avait fait venir. Et il paraît, moi je ne l'ai pas vu parce que le hasard a fait que je n'ai pas pu le voir ce jour-là, mais il paraît qu'elle a mis vraiment Pivot dans sa poche, c'est elle qui menait tout, et que Pivot il ne savait plus quoi dire vis-à-vis de cette dame vraiment formidable, alors qu'habituellement il avait plutôt un ton moqueur vis-à-vis des invités, et là c'était le contraire. Et quand est-ce que vous les avez vus pour la première fois, mes parents? Eh bien, je les ai vus parce qu'alors, en 74, quand j'ai découvert le gisement de la Madeleine et Jean-Marc Bouvier, qui avait ces grosses difficultés, alors j'ai créé une association qui s'est appelée Pour le gisement préhistorique de la Madeleine. Alors, c'est là que mon mari m'a permis, en votant des crédits, de pouvoir, si vous voulez, faire un toit, et que ça n'obligeait pas Jean-Marc Bouvier, quand il venait, tous les ans, pendant plus de 8 jours, il était obligé de retrouver les niveaux de la dernière fouille, parce que tout avait été bouleversé par les pluies, les éboulements, la montée de la Vézère. Alors, il disait qu'il faudrait un toit, mais les pouvoirs publics n'étaient pas prêts à le faire. Alors, si vous voyez, ce don a permis, et on a créé cette association. Alors, c'était le propriétaire de Villepin qui en était le président. Moi, j'en étais la trésorière. Jean-Marc Bouvier, le secrétaire général. Et ça a permis si vous voulez, la sauvegarde du chantier jusqu'à la fin des fouilles. Et ça a permis aussi une autre opération, c'est qu'on s'est aperçu à ce moment-là, vous connaissez le site de la Madeleine? Mal, mais oui, c'est au bas d'une falaise, et le gisement est légèrement enfin si vous voulez, c'est à peine une concavité, mais c'est à peine quand même. Et alors si bien que quand l'IGN a fait les relevés pour le cadastre, eh bien ça, le gisement de la Madeleine, il est passé, parce que comme il était en dehors de la verticale, ouais. Il n'y était pas. Alors, on l'a signalé, Jean-Marc Bouvier, toujours très amateur de cartes de précision, a dit, mais c'est invraisemblable, l'IGN ne connaît pas, il n'a pas fait, ce qui était normal puisque c'était bon. Alors à ce moment-là, on a été voir les gens de l'IGN, tous les deux, et on leur a dit, ben voilà ce qui se passe, que je pourrais faire quelque chose pour revoir. Et alors, à ce moment-là, il y a eu un petit déclenchement du directeur de l'IGN, parce qu'à ce moment-là, on ne travaillait pas sur ordinateur, hein, c'était en 1974, hein, et a dit, mais ça m'intéresse beaucoup. Et il s'est
il est venu sur place, il a vu le problème, il a dit, ben, on va refaire une étude du terrain et ça va être l'épreuve de sortie des élèves ingénieurs. Alors, si bien qu'on a vu débarquer, alors on a donné notre accord, bien sûr, et le propriétaire aussi de Villepin, et il est venu, je sais pas, une quinzaine de gars de l'IGN qui ont repris toutes les mesures, si bien qu'on a eu les mesures exactes du gisement, la hauteur de la falaise, enfin c'est vraiment dans tous les détails, c'était formidable, et on a fait faire à ce moment-là des maquettes exactes. C'était la première fois que ça existait, et ces maquettes, on les a, parce qu'il a fallu quand même que nous les payions, même si on avait de bonnes conditions, parce que les travaux, on ne les avait pas payés, parce que c'était dans le cadre du diplôme de sortie. Alors, les maquettes, bon, on les a vendues, soit à des musées, soit à des... On en a fait don à une association, il y a eu... moi, je sais que j'en ai stocké, parce que pour que ça soit valable, l'hygiène devait en faire un certain nombre, il y en avait peut-être une dizaine de tirés. Et il y avait le gisement qui est au premier étage, qui est le site troglodytique, parce que la Madeleine, c'est en bas le gisement préhistorique, à mi-hauteur un village médiéval, comme il en était beaucoup, troglodyte, et puis en haut, il y avait le château, château fort. Et alors, ce village, il est toujours d'ailleurs visité, il est visitable. Et bon, ben alors ils ont eu aussi leur maquette, mais on avait étudié de voir si on pouvait relier les deux, mais c'était trop compliqué, trop difficile, et ça n'intéressait pas le même public. Parce qu'alors nous, ce qu'on avait fait, on avait innové d'ailleurs, à ce moment-là, on s'est dit, mais il faut que les gens connaissent le site de la Madeleine. Alors, on faisait des visites gratuites tous les jours, pendant la durée des fouilles, visites qui duraient 1 heure, qui regroupaient une dizaine de personnes, qui étaient, si vous voulez, contactées par un... D'ailleurs, je crois que vous l'avez contacté, un monsieur Rousset qui avait été... Oui. Voilà. Alors, monsieur Rousset voyait dans le musée des gens qui étaient des visiteurs qui semblaient particulièrement intéressés par la préhistoire. Alors, il disait, voilà, si vous voulez, vous avez tous les jours, je ne sais plus, c'était à 16h, 17h, pendant 1 heure, vous aurez une visite gratuite du site. Alors, c'est la première fois qu'on voyait un chantier de fouilles en activité. Alors, on avait quand même monté pour que les visiteurs puissent comprendre quelque chose. On avait monté une petite exposition qu'on démontait tous les hivers. Et les gens voyaient un chantier de fouilles, c'était la première fois. Et à tel point que ça marchait très très bien, on n'embêtait personne. Pour y aller, c'était un petit sentier, mais enfin, il n'y avait pas de problème, on descendait. À ce moment-là, on ne peut plus maintenant. Mais on pouvait passer le long de la Vézère, un endroit, ça passait très bien. Et puis un jour, on a été convoqué, je ne sais plus si c'était déjà par le préfet, comme quoi on avait pris des initiatives illégales. Alors on leur a dit que c'était gratuit complètement. On montrait, chacun a le droit de montrer ce que le propriétaire du terrain était d'accord. Alors ça s'est bien terminé, on a pu continuer, voilà. Et puis ça s'est terminé parce que le chantier, ça s'est terminé, voilà. D'accord. Alors c'est comme ça que j'ai connu Jean-Marc Bouvier et que nous avons fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble à partir de la Madeleine. Et puis de là, moi j'arrivais bien sûr un peu très loin derrière, mais Jean-Marc Bouvier connaissait mal l'Ariège, enfin les grottes de l'Ariège. Et nous avons pris contact avec des propriétaires de grottes, et en particulier la famille Béguin, qui est propriétaire des Trois Frères et de Fongo, de comment ça s'appelle ?
Non, Nio, c'est un autre, c'était l'État. Quel autre? Les deux s'appellent les cavernes du Volpe. Ah, c'est les trois frères et le Tuc d'Audoubert. Ah oui. Voilà. Alors. Le Tuc d'Audoubert, c'est là qu'il y a les deux bisons qui étaient au musée. Voilà. Enfin, du moins la reproduction. Ouais. Alors, nous avons pris contact avec eux. Moi, j'ai eu encore la chance de connaître deux des trois frères qui étaient encore vivants et dont un, Max, m'a conté la découverte du Tuc d'Audoubert. Et ça, c'était vraiment... Moi, j'en garde un souvenir. Et après, c'est son neveu, qui est maintenant plus âgé, qui, pour quelques personnes très privilégiées, faisait visiter le Tuc d'Audoubert. Et nous avons été une fois visiter avec Jean-Marc le Tuc d'Audoubert. Et je dois dire pour moi que la vue de ces bisons, ça a été mon plus gros choc émotionnel de ma vie. De voir ces bisons, l'original et la façon dont ils sont entourés par les boulettes d'argile que le préhistorique a laissé tomber parce qu'il n'en avait plus besoin. Enfin, c'est quelque chose de fabuleux. Ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs de ma vie. Alors, c'est pour ça que se sont créés des liens. On fait pratiquement toutes les grottes de l'Ariège. Même il y a dans Nio, il y a une galerie, la galerie Réseau Clastre, qui ne peut être visitée que quand il y a à basse eau, il y a un bassin. Alors si on peut le dégager par des pompes, alors à ce moment-là, on peut y passer. Alors là aussi, c'est réservé, et on ne le fait pas tout le temps, enfin, c'est peut-être une fois les 10 ans. Ça avait été découvert, alors je ne sais plus qui avait découvert le réseau des classes, mais justement à l'occasion d'une basse eau, d'un régime basse eau, c'est passé de l'autre côté, il y avait cette énorme galerie, en disant il y a peut-être quelque chose dedans, et puis effectivement il y avait moins que dans le reste de Nio, mais enfin il y avait quand même, et surtout il y avait des pas, des empreintes de pas, ça alors, formidable. Alors voilà, moi c'est certainement avec lui que j'ai mes plus grands souvenirs, et puis alors bien sûr après on racontait ça à vos parents. Je me souviens d'une année où votre mère fouillait, je mélange toujours logerie haute et logerie basse. Logerie haute. Et il y avait, votre mère était en charge de la fouille de logerie, je ne sais plus si c'est pas souvent, peu importe, et elle avait des étudiants et elle nous l'avait fait visiter, enfin, on connaissait le site avec Jean-Marc, mais enfin, elle nous avait réexpliqué. Et puis, j'ai reconnu... Donc, si vous voulez, dans la mesure où c'était possible, j'ai essayé d'aider vos parents. Alors, votre père m'a emmené un jour à Cresse, ou dans cette région du Bergeracois, où il a tellement fait, tellement découvert de sites, c'est incroyable, Jean-Marc Bouvier me le racontait, c'est incroyable ce qu'il a pu découvrir. Et il m'avait montré un site qui s'appelle, je l'ai renoté, Cantalouette. Et alors c'était plus lui qui fouillait, c'était une autre personne, ben, c'était vraiment formidable. Et puis j'ai rencontré aussi votre père, alors à une période beaucoup plus douloureuse, à la fin de son activité au musée. Parce que pour aider les musées, malgré que ça soit un musée d'État, on avait créé, eh ben ça c'était pas moi, c'était votre père, et puis la propriétaire d'Hautefort, Madame de Bastard, avait créé une association qui s'appelait... non, c'est pas association. Je sais jamais, je confonds. C'était Société des Amis du Musée des Aisies. Bon. Très bien. Alors, elle intervenait. Et c'était Madame de Bastard qui était présidente.
Alors, les assemblées générales se passaient à Hautefort, enfin tout ça, tout allait très très bien. Et puis un jour, bon, comme vous le savez, votre père a dû partir du musée des Zézis, et ça, il a été remplacé par cet affreux Cléet-Merle, qui a, que je ne peux pas vraiment beaucoup sentir. Et puis, il m'a reproché un jour, Cléet-Merle, parce que Madame de Bastard, vieillissant, ne voulait plus, avait quitté la présidence de cette association, et votre père m'a demandé d'en prendre la présidence, ce que j'ai accepté dans la mesure où, bon, si je pouvais encore l'aider. Mais alors, Cléet-Merle a été affreux, parce que nos adhérents envoyaient le chèque de cotisation, bien sûr, au musée des Zézis, si vous voulez, mettaient... Alors, je ne sais plus si c'était association ou société des amis du musée des Zézis. Et puis, il m'avait reproché qu'il n'avait pas été nommé ou membre d'honneur, Cléet-Merle, enfin, une chose épouvantable. Alors, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de raison, il pouvait en faire partie, bien sûr, mais comme tout à chacun. Alors, à ce moment-là, chaque fois qu'arrivait un chèque, alors vous savez, les banques ne font pas très attention, il a créé une autre association qui, au lieu de s'appeler Société des Amis du Zézis, s'est appelée Association des Amis du Zézis. Et puis, les chèques qui arrivaient pour nous, eh ben, il les empochait dans ça. Ah oui. Et puis les banques, associations, sociétés, dans ces adhérents qui... Mais à tel point que c'était tellement proche au point de vue des nominations, qu'un jour, j'ai eu une lettre du sous-préfet de Sarlat, parce que vous savez, chaque fois qu'on crée une association de loi 1901, on doit déposer les statuts à la sous-préfecture ou à la préfecture. Là, c'était à la sous-préfecture de Sarlat. Et une lettre, c'était la copie d'une lettre que le sous-préfet avait envoyée à Cléet-Merle en lui disant « Monsieur, c'est pas tout à fait normal que vous ayez appelé votre association ou société, vous voyez, parce qu'il y en avait déjà une et qui était proche. » Alors je me suis renseignée à ce moment-là, mais il était pratiquement impossible de faire une action juridique. Ça ne se fait pas entre associations. Alors, après, l'affaire, c'est compliqué, parce que votre mère, alors à ce moment-là, veuve, vieillissante, et avait quand même des difficultés, c'était ravissant leur demeure à Gonac dans cette ferme, mais on savait qu'elle avait de grosses difficultés financières. Alors, on s'était dit, elle avait énormément d'ouvrages. Et nous, comme notre association, j'étais la seule à avoir la signature, hein, et on avait un reliquat quand même qui était à la banque et qui était bien chez nous. Alors, j'ai dit, cet argent est improductif, on ne fera plus rien, parce que à la mort de votre père, on ne pouvait plus rien faire. C'était Cléet-Merle qui avait tout. Alors, j'ai dit, cet argent, il faut en faire profiter Madame Guichard. Alors, nous sommes convenus, elle a donné à la Chappe un certain nombre d'ouvrages. Et en échange, je lui ai donné une somme d'argent, si vous voulez. Je lui achetais un certain nombre d'ouvrages. Et puis, ces ouvrages... Mais moi, je n'intervenais même pas au point de vue bancaire. Hein, c'était... Et après, ces ouvrages ont été... Parce que je pensais qu'il fallait... Je voulais surtout pas que ça aille au musée des Zézis, avec cet affreux Cléet-Merle. Alors, on avait trouvé que la Chappe, c'est la société... Ouais. Mais vous en faisiez partie? Oui. J'en fais toujours partie d'ailleurs. Et alors, bon, il y avait quand même un certain nombre de bouquins qui sont arrivés à la Chappe. Mais il fallait un peu en faire l'inventaire. Alors, à ce moment-là, c'est un certain monsieur, Gérard, son prénom, je crois, Mouillac, qui a fait l'inventaire. Et puis, il s'est aperçu que sur certains, il y avait le tampon musée des Zézis. Alors, à ce moment-là, il a immédiatement
averti Clélie-Merle en disant il y a eu un trafic d'ouvrages, des ouvrages qui sont arrivés à la Chappe venant d'un fonds Guichard, et c'est pas normal. Alors, Clélie-Merle m'a téléphoné en me menaçant d'une action judiciaire. Alors mon mari lui a dit, t'en fais pas, ça ne sera pas recevable. Parce que qu'est-ce qui s'était passé? C'est quand vos parents sont arrivés aux Aisies, bon, ils avaient beaucoup de choses, des ouvrages et tout, ils s'installaient. Et ils ont mis leur bibliothèque au musée. Et le gars, faisant l'inventaire pour le musée, ben, même dans leurs œuvres privées, ils mettaient le coup de tampon. Alors à ce moment-là, bon, on ne pouvait plus rien faire, mais d'autre part, Clélie-Merle ne pouvait rien contre nous. Hein. Et c'est ce que mon mari m'avait dit, il me dit, t'inquiète pas, il ne pourra rien faire. Et puis, à ce moment-là, les gens de la Chappe, qui est-ce qui était président à ce moment-là? Je ne sais pas si, avant Deluc, c'était qui? Peut-être Lagrange ou Pomarède ou... Ah non, Pomarède, c'est après. Alors, Lagrange peut-être. Comment il s'appelait Je sais plus. L'architecte, là Je sais plus. Enfin bon. Bon. Alors, il a dit oui. Alors, Clélie-Merle faisait mousser l'affaire, si vous voulez, comme quoi. Moi, j'avais recellé des ouvrages, enfin bon. Et les gens de la Chappe ont été un petit peu inquiets quand même de l'affaire en disant c'est peut-être vrai que nous avons reçu, parce que moi, c'était l'association du musée des Aisies qui en faisait don à la Chappe, si vous voulez, qui les achetait à Madame Guichard et qui en faisait don à... Bon. Alors, à ce moment-là, ils ont dit, bon, ben, il y a un certain nombre d'ouvrages qu'on va redonner au musée des Aisies. Mais moi, j'aurais dit, écoutez, il ne faut pas que ça soit n'importe quoi. Et parce qu'il y a des ouvrages, je suis sûre que ça appartenait en propre au Guichard. Donc ceux-là, il faut que vous les gardiez. Oui, oui, madame, c'est entendu. Et je dis, moi, je veux que le jour où c'était Mouillac qui était chargé de faire le tri. J'ai dit que le gars du musée des Aisies, je ne sais pas qui est-ce qui est venu, viendra pour chercher les ouvrages qui, en principe, lui reviennent. Je veux que le président de la Chappe soit présent. Pour pas Et puis, je ne sais pas ce qu'il a fait, il n'a pas donné beaucoup d'importance. Il n'était pas là. Moyennant quoi, ils ont emporté. Et un peu grâce à Mouillac, qui jouait le jeu plutôt de Clélie-Merle que celui de la Chappe. Et bien, ils en ont emporté beaucoup plus. Bon, maintenant c'est fini. Enfin, je veux dire que mes relations avec Clélie-Merle ne sont pas arrangées pour autant. Après avoir été accusé de recel. D'accord, bon, bah écoutez, oui, ça m'avait été raconté de façon à peu près semblable, par les Deluc, mais c'est très intéressant ce que vous venez de me raconter, c'est l'autre point, enfin c'est le point de vue de l'association, j'aime beaucoup, c'est très intéressant. Mais de toute façon, je ne vais pas du tout aborder les polémiques, hein, parce que si vous voulez, ça deviendrait désagréable, quoi. Oui. Moi, c'est plutôt hommage, mais sans gommer non plus. Ce que je ne veux pas faire, si vous voulez, c'est du négationnisme, du révisionnisme. Ça, non. Oui. Hein, donc, après, à moi de trouver une formule suffisamment forte pour dire qu'il y a eu des difficultés, mais sans entrer non plus dans les détails, ni jeter l'anathème sur qui que ce soit. Mais enfin, je pense que la sensation que j'ai 10-15 ans après, et puis moi j'étais à Paris, j'étais loin de toutes ces histoires, c'est quand même, ça a presque été un petit peu déshonorant, vous voyez, pour eux quand même, un petit peu. Le départ des Aisies, le départ du musée. Et pourquoi? Ça c'était sous l'influence de Clélie-Merle. Ça alors là...
Ça, c'est... Alors, moi, j'ai deux garçons, mais j'ai un fils qui a été... quand il a été ouvert il y a combien de temps? 3 ans? Oui, je pense, Ouais, oui. bon. Juste après, mes enfants étaient chez moi à Sarlat. On a dit, bon, ben, on va aller voir le musée, bien sûr. Alors, ils sont... Autant ils avaient été emballés par l'abri Pato, vous voyez, mon fils médecin, ma belle-fille médecin, les enfants, leurs 2 derniers étaient petits à ce moment-là, mais enfin, les couches, Pato, tout ça, ça avait très très bien marché, vous voyez. Eh bien, alors, au musée des Zézis, ça a tellement peu marché que mon fils a mis sur le livre d'or des choses épouvantables. En disant que c'était ça, si c'était ça la muséographie, enfin c'était... Il y a eu de trouver une pièce, moi j'y étais, j'ai vécu la découverte, un très bel objet mobilier à la Madeleine, je n'ai, je pense, 78, 77 par là, qui est surtout c'est très très rare sur un bois de Rennes. Bon, il y avait déjà eu en 1864, je crois, le fameux bison. Mais là, c'est pratiquement presque aussi beau. C'est moins la sculpture, c'est que de la gravure. Mais sur un bois de Rennes, c'est une représentation de glouton, qui est un animal qui pratiquement n'a pas été représenté. Pour quelle raison? Peut-être était-il plus rare. Bon, les préhistoriques n'ont pas eu... et alors cette découverte, ça a été sensationnel parce que au début, c'est Jean-Marc, et en plus de ça, c'était dans le carré qui fouillait, qui a découvert cet objet. Alors après, on l'a tout de suite passé à l'eau. Alors on découvrait petit à petit le museau, les pattes et tout. Et puis après, qu'est-ce que c'était? Alors on a pensé d'abord une loutre, on a pensé vraiment un mustélidé, mais... Le glouton, on n'y a pas pensé tout de suite. Et puis, bon, vous voyez, la gravure était très belle, enfin, c'était magnifique. Oh, c'est un objet qui est grand comme ça. Et ce glouton, alors maintenant, il est au musée des Zézis, ce qui est normal, c'est sa place. Mais ça s'est mal passé parce que, quand même, c'est Jean-Marc Bouvier qui l'a trouvé. À l'époque où il fouillait, il n'a même pas été invité, Jean-Marc Bouvier n'a pas été invité à l'inauguration. Hein? Vous voyez? Puis il a fait pendant 10 ans des fouilles. Et il avait fait quand même une trouvaille formidable. Oui, alors vous me disiez que mon père était un bon conteur. Ah oui, mais extraordinaire. Et il avait des anecdotes sur sa vie. C'était pas tellement sur sa vie de préhistorien, cela c'était un sujet pour lui presque plus sérieux, que sur sa vie de mère. Ça roulait par terre tellement c'était drôle, mais c'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Oui, alors Jean-Marc Bouvier m'a rappelé une petite anecdote. Lui avait dû, à un moment où votre père fouillait, ça doit être à Cantalouette. Et Jean-Marc Bouvier, à ce moment-là, était beaucoup plus jeune. Il avait participé au chantier de fouilles. Et il me rappelait, je ne sais pas, excusez-moi, je vais vous demander votre âge. 49. Bon, 40. Alors l'histoire, elle a à peu près 48 ans. Ah oui, d'accord, oui. Ah bah oui, parce que Cantalouette, effectivement, oui, c'est 60. Bon, alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il paraît que le matin, on vous mettait dans le landau et on vous montait jusqu'au chantier. Mais alors le soir, pour redescendre, on prenait bébé dans les bras et on remplissait le landau des pièces qui avaient été trouvées dans la journée. Oh, je trouve ça. Alors, je ne sais pas si c'était l'idée de votre maman ou de votre père, mais je trouve ça l'idée touchante et drôle que les pièces trouvées dans la journée prenaient la place du bébé. Avant qu'il y ait ce projet de ce musée aux Zézis, votre père
avait fait un projet. Et c'était diffusé, c'est un document assez épais. Et... Mais je crois que je l'ai. Ah, vous l'avez? Je crois que je l'ai, oui, oui. Mettre ce projet sur les rails, ça a été un travail. Je me souviens de mon père. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça a duré, Ah oui, oui, oui. Et du coup, pendant toute la mise au point finalement de ces dossiers, venir houspiller enfin du moins venir faire du forcing au ministère et tout, et bien pendant ce temps-là, il ne publiait pas ses fruits. Oui. Et du coup, au niveau purement, je veux dire, de la préhistoire, par rapport à d'autres, il s'est complètement laissé submerger. Oui, oui, il n'a pas publié. Ouais. Ça rentrait pas mathématiquement dans une journée, le côté maire, le côté conservateur avec le côté administratif, du coup il n'a pas publié. Il n'a pas publié. Il n'a pas publié. Et excusez-moi, vous avez des origines à Sarlat ou c'est... Non, c'est mon mari. Ah oui, il était de Sarlat? Ah bah oui, oui, d'accord. Il est même de la famille du découvreur de l'homme de Néandertal à Chapelle-aux-Saints, les abbés Buissonny. Mais alors, une partie de la famille, je crois qu'ils étaient originaires de la vallée de la Borèze, et je crois que la famille de mon mari, la branche de mon mari, est arrivée à Sarlat au niveau de, je sais pas, de la fin du 19e siècle. D'accord. Et Hubert, vous le connaissez, Hubert? Ah oui, très bien, Hubert. Je l'ai eu au téléphone avant-hier. Ah bon, ah oui, bah ça, Hubert, c'était... Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, j'ai... Il s'est beaucoup démené aussi. Ah. S'il n'avait pas eu Rossillon, s'il n'avait pas eu Kléber-Rossillon, hein, il a eu du mal. Hein. Pour son chantier, pour son château? Oui. Ah, d'accord. Mais non, mais je voulais dire, dans les années 70, début 80, il s'est beaucoup démené pour l'Esper, pour le CPIE de Sireuil. Exactement, oui. Il a... Ah oui, 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 oui. Vraiment... Non, un des fils de Véronique Rossillon, qui est Kléber. C'est celui qui travaillait dans les fusées, non? C'est pas ça? Ah mais mon mari est polytechnicien, lui est également polytechnicien, ils sont tous les deux, enfin lui beaucoup plus jeune bien sûr, ancien ingénieur de l'armement. Ah, d'accord. Oui, c'est ça, oui, oui. Ah, ouais. Oui, je le connais, Kléber Rossillon, et toute sa petite famille. Et excusez-moi, juste une chose, vous avez eu peut-être l'occasion ou pas du tout jamais de discuter d'autres choses que de préhistoire avec mes parents, par exemple de littérature ou de... Parce qu'ils aimaient beaucoup discuter de tout un tas de choses, mes parents, ils étaient très ouverts. Très ouverts. Non, parce que chaque fois que je les rencontrais, c'était pour un sujet bien précis. Non, mais je sais qu'ils étaient extrêmement cultivés et ouverts à tout, ça a été... Et puis que... Je me souviens que même en tant que conservateur, votre père était ouvert à tout le monde et pouvait... Ah, c'était...